François Sarano est le fondateur, le président fondateur de l'association Longitude 181, La Voix de l'Océan. François Sarano est ancien chef d'expédition et conseiller scientifique à bord de la très célèbre Calypso du commandant Cousteau. Co-scénariste du film Océan de Jacques Perrin et Jacques Cluzot, co-réalisateur d'une dizaine de documentaires consacrés à la vie dans les océans, dont Titan of the Seas, A Family Affair de Jackson Wild, auteur d'une vingtaine de livres, dont Le Retour de Moby Dick, ce que les cachalots nous apprennent sur les océans et les hommes, aux éditions Actes Sud, co-auteur avec Véronique Sarano de Sauvons l'océan, co-auteur également de Réconcilier les hommes avec la vie sauvage, auteur de Au nom des requins, prix essai de 30 millions d'amis. Il est également co-auteur de S'il te plaît, dessine-moi un cachalot avec Pomme Bernos chez Actes Sud. C'est un énorme plaisir pour nous de vous recevoir, François Sarano, compte tenu de votre parcours, de ce que vous avez fait. C'est un honneur, un plaisir, c'est quelque chose et quelqu'un d'exceptionnel que nous avons la chance de recevoir une nouvelle fois ce matin et je vous demande pour cela de l'accueillir très chaleureusement. Merci beaucoup. Merci professeur. Cette présentation, ces éloges, elles sont dues plus à mon épouse Véronique et à toutes les équipes qui m'ont porté et accueilli depuis 40-50 ans maintenant. On n'est jamais seul. On travaille toujours en équipe, on vit toujours en équipe. On est tous interdépendants. Donc, merci, je transmettrai. Mesdames, Messieurs, pourquoi donc vous parlez de l'océan? Je suis sûr que ce n'est pas dans vos préoccupations immédiates. D'ailleurs, sur le fil de l'actualité de vos portables, vous n'allez trouver aucune ligne sur l'océan. Rien. En quoi donc ça vous concerne? En quoi donc cet océan nous concerne-t-il? Parce que nous sommes tous liés à lui. Vous allez le voir. Parce que nous dépendons de lui. Que chaque seconde, nous vivons avec et grâce à lui. Cet océan qui vous paraît lointain et dont nous dépendons, nous allons voir à quel point il est important de le préserver pour vous et pour vos enfants. D'abord, de quels maux cet océan souffre-t-il? Banal, vous savez déjà. Ça, par contre, on en parle dans l'actualité. Le réchauffement climatique. Mais le réchauffement climatique ne touche pas simplement, parfois, la météo de vos vacances. Elle touche gravement, profondément, le monde marin. Profondément, canicules marines qui, pendant des semaines, voire des mois, détruisent la vie des organismes qui sont à la surface. Dans l'océan Atlantique, cet été, toute une zone immense a été privée d'oxygène parce que la couche de surface ne pouvait pas se renouveler, tellement elle était chaude et donc séparée des couches sous-jacentes. Ce bout de glaçon que vous voyez là, c'était un glacier immense. Cette photo, je l'ai prise déjà en 2007 au Groenland. Un glacier immense sur lequel autrefois les gens pouvaient traîner un traîneau. Plus rien aujourd'hui. Et le phénomène s'accélère. Et ce n'est pas simplement les manchots qui vont être affectés. Ces manchots qui marchent sur la banquise. La banquise, ce n'est pas la glace d'eau douce des glaciers que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est la glace de mer, c'est la mer qui gèle. Eh bien, aujourd'hui, les banquises polaires, arctiques comme antarctiques, là où vivent les manchots, ont perdu entre 10 et 17% de leur surface. Et c'est un phénomène, là encore, qui s'aggrave. C'est un changement profond. Vous savez ce qu'on appelle le changement? C'est à partir du moment où la moyenne des 10 années que nous vivons est différente de la moyenne des 30 années qui ont précédé. Là, on peut dire que ce n'est pas les aléas de la météo, mais bien des phénomènes de changement profond. Et donc, la banquise polaire, non seulement
se forme moins dans le nord et dans le sud, mais son temps de résidence est beaucoup plus court. En quoi ça vous concerne? En quoi ça vous concerne? Eh bien, c'est parce que cette formation de la banquise polaire est à l'origine de l'ensemble de la circulation des courants de l'océan. J'ai fait cette carte-là, qui est une projection un peu originale. On a l'habitude d'avoir une carte avec des projections Mercator, où on voit les continents. On semble que les continents, c'est l'essentiel du monde. Pas du tout. C'est l'océan l'essentiel du monde. Et là, c'est un autre type de projection qui est dû à un naturaliste qui s'appelait Pylos, et qui a fait cette projection autour de l'Antarctique et qui permet de voir clairement que les grands courants marins, qui sont ces flèches noires, les courants profonds, et les flèches pointillées des courants de surface font l'ensemble du tour de la planète. Ces courants-là, c'est les courants qui climatisent la planète. C'est les courants qui amènent l'eau chaude de surface des zones tropicales vers les régions polaires et qui entraînent les eaux froides des régions polaires vers les zones profondes et puis les zones tropicales. Le moteur de cette circulation globale, qui est encore une fois le climatiseur de la planète, c'est la formation de la banquise polaire. Pourquoi? Parce que lorsque la glace de mer se forme, lorsque l'océan gèle en surface, elle expulse le sel. Donc sous la banquise, sous la glace, il y a une eau très très salée et très froide, par conséquent très lourde, très dense, qui va couler au fond de l'océan. Elle va couler comme du plomb, elle traverse toutes les autres couches d'eau, elle va jusque sur le fond. Et puis là, arrivée sur le fond, elle va s'écouler dans le fond de l'océan, depuis le Groenland jusque dans l'Atlantique Sud et puis dans le Pacifique, et elle fait à nouveau le tour de la planète. Et elle est rejointe par les eaux antarctiques. Et comme il y a un déficit d'eau dans les zones polaires, eh bien, l'eau tropicale chaude vient la remplacer. Et donc cette circulation se forme. Mais si tout d'un coup, cette glace polaire ne se forme plus, alors l'ensemble du moteur patine. Et c'est ce qui se passe. L'ensemble du moteur patine. Et le changement va être profond, global, inéluctable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais il faut se préparer à un changement qui va nous toucher tous, radicalement. Pas simplement les agriculteurs, pas simplement ceux qui ont construit en bord de mer. Tous! Changement profond. L'océan voit sa structure globale en train de changer. Et l'ensemble des écosystèmes marins voient leurs cadres rebattus complètement. Source de dérèglement climatique, cataclysmique. Plus l'eau est chaude en surface, plus les ouragans, les tornades comme ici, ont des probabilités de se former. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça nous concerne directement, même si ce n'est pas dit sur vos portables. Pollution. Oh, on symbolise toujours les déchets plastiques. Eh bien oui, parce que alors vraiment, c'est nous qui en mettons le plus dans l'eau. Mais toutes les pollutions sont importantes. Et aujourd'hui, même dans les fosses marines les plus profondes, la fosse des Tonga Kermadec, nord de la Nouvelle-Zélande, 10 000 mètres de profondeur, on pêche des organismes marins, des sortes de crustacés qui ont cette taille-là. Et dans ces crustacés, à 10 000 mètres de profondeur, loin de tout, on trouve des taux de pesticides et on trouve des taux de plastique sous forme de microplastiques qui sont au-delà de certains seuils que l'on considère comme bons pour la santé. Même là. Surpêche. Aujourd'hui, bien que nous ayons des capacités qui dépassent largement celles que nous avions dans les années 80, bien que nous ayons augmenté notre capacité à prélever dans les océans de façon formidable, notre effort de pêche est 50% plus important que dans les années 80. Nous tirons moins de poissons de la mer.
À la fin des années 80-90, c'était 90 millions de tonnes. On en est à peine à 80 millions de tonnes aujourd'hui. Nous raclons les fonds de tiroir. Ça aussi, ça nous concerne. Ce que nous faisons aujourd'hui, notre exploitation irrationnelle, irraisonnée, conduit à éliminer l'ensemble du vivant qui a une durée de vie longue et une maturité sexuelle tardive, au profit des espèces qui se renouvellent vite et qui ont une maturité donc sexuelle précoce. Pour simplifier, on élimine les requins et on favorise les méduses. L'océan que nous nous préparons à avoir est un océan qui sera riche de méduses, de vers, de crabes, tout individu qui se reproduira vite. Mais tous les grands individus, baleines, requins, raies, grands poissons, qui ont une reproduction lente, vont voir leur population s'effondrer. Enfin, vont voir, ont vu leur population s'effondrer. Et tout ça, ça augmente incroyablement les inégalités sociales. Ça provoque dans des régions qui autrefois vivaient de la mer le désespoir. Le désespoir, c'est au-delà de la misère. On est dans la misère lorsqu'on n'a rien. On est dans le désespoir lorsqu'il n'y a plus rien à attendre. Notre exploitation du monde aujourd'hui, qui touche l'océan de façon, encore une fois, totalement irresponsable, la Terre aussi, amène à un monde de désespoir. Et un monde de désespoir, c'est un monde qui ne peut pas être en paix. Qui ne peut pas être en paix. J'ai une petite fille, elle a 4 ans et demi. Je voudrais lui offrir un monde de paix. Par conséquent, on ne peut pas continuer comme ça. Juste pas. C'est pas François Sarano qui le dit. C'est la planète. C'est l'océan. Depuis 1968, nous avons dépassé les capacités renouvelables de la planète. Depuis 1968, nous mangeons à crédit. Nous consommons à crédit. Et la dette écologique abyssale que nous creusons, que j'ai contribué à creuser, il faut maintenant essayer de la combler. En tout cas, se préparer à la combler, ne serait-ce que par dignité. Mais l'océan et la planète n'est pas seulement une affaire de ressources quantifiables. On sait qu'on perd des poissons, on sait qu'on perd ceci, on le mesure. Ça, c'est sur la table de nos grands décideurs. C'est sur la table de nos politiques, les statistiques, les chiffres. Mais il y a des choses qui n'apparaissent jamais. Jamais, jamais, jamais. On n'en parle pas. La beauté. Pardon, mais on en a besoin de la beauté. Si ce récif corallien disparaît, si les récifs coralliens disparaissaient, si d'autres régions aussi belles que ça disparaissaient, vous reviendrez demain, la même heure, à votre cours. Votre vie n'en serait pas fondamentalement changée, ni la mienne. Et pourtant, c'est un petit peu comme si le Louvre disparaissait. Si le Louvre disparaît, vous mangerez demain, vous vivrez demain, et vous sentirez profondément que l'humanité a perdu quelque chose d'indispensable. Eh bien, c'est la même chose. Et pourtant, jamais dans les politiques publiques, on vous dit on va vous apporter plus de beauté. Non, on vous dit on va augmenter votre pouvoir d'achat. Mais la beauté, ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas d'indicateur pour ça. Il n'y a pas d'indicateur pour le temps passé à contempler. Ça apporte beaucoup de paix.
Et quand on contemple, on prête attention à ceux que l'on regarde, aux autres. On est riche des relations qu'on établit avec eux. Quelles statistiques prennent en compte la grâce de ces baleines? Quels indicateurs parleront d'elles? Aucun. Pire, si je vous demandais le poids de l'une de ces baleines, vous me répondriez 20 tonnes, 30 tonnes. Cela montre à quel point nous méjugeons le monde. Nous le regardons avec nos yeux, parce qu'une baleine, comme vous l'avez vu, ne pèse rien. Elle ne pèse pas 20 tonnes. Elle ne pèse 20 tonnes que morte, crevée, ressource sur le bord, le pont d'un baleinier. C'est comme ça que nous jugeons le monde, à l'aune de ce que nous pouvons faire pour l'exploiter. Les baleines sont plus légères que les papillons, parce qu'elles vivent dans un monde où l'eau les porte. Et c'est comme ça qu'il faudrait les voir. Changer notre vision totalement anthropocentrée. Alors, peut-être que nous prendrions en compte les autres, tous les autres, les aliens. Ah oui, comme ce grand requin blanc qui est celui, les dents de la mer, que l'on redoute le plus. Qu'on l'on regoute, peut-être parce qu'on n'est jamais allé le rencontrer. Et si on faisait le pas? Là encore, avec Jacques Perrin et Jacques Clouseau, la séquence précédente était extraite du film Océan. Là encore, avec eux, nous sommes allés à la rencontre de l'alien, de l'altérité la plus redoutée, de celle qui fait peur, que l'on repousse. Et voilà ce que ça donne. Cette paix, cette sérénité, même ces mots-là sont trop faibles pour décrire ce que je vivais lorsque j'étais sur la nageoire de ce grand requin blanc. Ce moment-là, ce moment de grâce que cet animal sauvage m'a offert est simplement bouleversant. Ça vous change juste pour toujours. Ça vous change pour toujours parce que avec la vie sauvage, vous ne pouvez pas tricher. Vous ne pouvez pas tricher. Vous ne pouvez pas l'acheter. Vous ne pouvez pas la subordonner. C'est elle qui vous offre une audience. Et ça, c'est inestimable. Inestimable. Cette rencontre avec le grand requin blanc, j'avais proposé à Jacques Perrin de la faire. Je lui avais dit, on va ramener des images d'harmonie. Et au départ, ni lui ni l'équipe n'a voulu tenter l'expérience. J'ai dû les convaincre. 1 an à discuter avec eux. Tellement le poids de tout ce qui est raconté sur les requins pèse sur nos épaules et tellement les idées reçues dressent devant nous des masques de fumée qui nous empêchent d'aller à la rencontre de l'autre. À la rencontre de l'autre. Parce que le requin blanc, c'est l'autre. C'est le symbole de tous les autres. De tous ceux sur qui on dit n'importe quoi sans jamais être allé les rencontrer. Ce que me dit ce grand requin blanc, là, c'est « Merci d'avoir fait le pas, d'être allé me voir nu, sans protection particulière, sans idée reçue, à l'écoute, pour tout d'un coup découvrir une autre richesse inattendue que ce qui était présenté. » Ce qui est valable pour le requin blanc, vous vous en doutez, c'est évidemment valable pour tous les autres, en particulier nos voisins humains, qui ont une religion, des traditions, des cultures, une sexualité différente de la nôtre, et sur lequel on raconte n'importe quoi, sans jamais être allé les écouter. Ce que nous apprend le monde sauvage de l'océan, qui est très différent du monde sauvage de la Terre.
Vous savez, sur Terre, essayez d'aller approcher un écureuil, un oiseau, un renard. Ils vont fuir. Imaginez aller voir un lion. Impossible, il n'y en a plus, il a tous ratatinés. Mais en mer, le dernier grand monde sauvage, on peut rencontrer des animaux libres, indomptés, qui ne fuient pas votre approche, qui vous considèrent naïvement comme une autre espèce normale, qui vous accepte. Et cette acceptation permet de tisser des liens nouveaux, différents, de comprendre ce qu'ils pouvaient être originellement, avant que nous ne massacrions allègrement l'ensemble de la vie de cette vie terrestre. En mer, si vous êtes patient, respectueux, et encore respectueux, alors vous allez pouvoir vous mêler aux autres, poissons, raies, requins, et vous allez pouvoir tisser des liens avec eux. Tisser des liens. Vous rendre compte que vous êtes interdépendants, dépendants d'eux et eux dépendants de nous, tous de la même eau. Nous ne sommes jamais que parcelles d'océan. Quand on vit ce moment-là, on se dit qu'on est très loin, très loin, très loin, très loin, très proche, très proche, très proche. Partie du même monde. On se sent vivant du même monde. Voilà ce que l'océan sauvage vous offre. Une immersion qui vous replonge jusqu'au tréfonds de vos racines, de mes racines, de nos racines. Nous ne sommes que des vivants, avec les autres, parmi les autres. Et la force du vivant, depuis 3,5 milliards d'années, s'il a survécu à tous les cataclysmes, c'est parce qu'il a multiplié les interdépendances, c'est-à-dire les liens entre les individus. Tisser un réseau, une toile du vivant qui fait que si un lien casse, d'autres résistent. Soyons fiers d'être dépendants des autres et de tisser des liens avec eux. Ce qui compte, ce n'est pas le piquer. Ce que je suis, c'est ce moment avec vous. C'est ce moment avec mon épouse, c'est ce moment avec mes filles, c'est ce moment avec mes amis. C'est ça qui me définit. Ce sont les liens et les dépendances que j'ai. Soyez fiers de vos dépendances, c'est celles qui font la richesse de la vie. La richesse de la vie. Et puis, parfois, on se dit que ça nous apprend à vivre ensemble, ces rencontres. La vie sauvage qu'offre l'océan, c'est une école de vie en société. Si je sais me comporter avec le grand requin blanc, qui est si difficile à rencontrer, si je sais, lorsque je suis à côté de lui, comme là, ne pas porter la main sur lui par respect pour son indépendance, comme vous n'aimeriez pas d'ailleurs que je porte la main sur vous, comme ça, même si on se connaît bien, alors je saurai vivre avec mes voisins, avoir de l'égard pour eux, de la considération. Ce n'est pas les aimer, je n'aime pas spécialement ce requin blanc, mais j'ai de la considération pour lui, être vivant. Et ça change tout. Et puis, et je vais finir par là, il y a des moments où les choses s'inversent, où c'est plus vous, le chercheur, le scientifique, qui va étudier les autres, mais où ce sont les autres qui viennent vous étudier. Depuis plus de 10 ans maintenant, avec mon épouse Véronique, avec René Euzé, avec toute l'équipe, avec Fabrice Guérin qui a pris cette magnifique photo, nous allons visiter la même famille de cachalots. La même famille. Allez, au début, il y avait 17 femelles adultes. Maintenant, il y a 17 femelles adultes et 13 jeunes. On a vu 20 naissances. On a vu grandir les petits. Bref, chaque année, nous les retrouvons. Nous les connaissons bien. Ils nous connaissent bien. Et ils nous acceptent. Et nous vivons souvent dans leur intimité. Un jour, avec mon ami René Euzé, on avait raté la plongée. On s'était mis à l'eau, mais vous savez que les cachalots plongent très profond pour aller chasser les calmars. Et ce jour-là, lorsque nous étions à l'eau avec eux, ils sont descendus à 1000 mètres de profondeur pour aller chercher des calmars. Alors on a renoncé à les suivre et nous allions
aller sur le bateau lorsque tout d'un coup, derrière, on entend des clics. C'est de cette manière-là que les cachalots voient. Ils envoient des sons, ils écoutent l'écho de ces sons et ils repèrent l'obstacle ou ce qui a. Enfin, ils voient le fond ou les autres par écolocalisation, la localisation grâce à l'écho. Et donc on entendait ces sons, on ne voyait pas, je regardais, avec René, regardait un peu partout, et puis tout d'un coup, on a vu arriver ce jeune mâle. Ce jeune mâle, Elliot, qui est remonté et qui est venu nous voir et qui pendant 10 minutes a dansé pour nous. C'est un animal sauvage, libre, indompté. C'est un petit peu comme si vous étiez dans la savane et que tout d'un coup, un jeune éléphant mâle vienne vous voir, à côté de vous, et commence à remuer les oreilles et la trompe, en vous invitant. Lorsqu'un cachalot se met sur le dos, comme ça, et offre son ventre, c'est une invite à la caresse. Ils ne le font jamais avec les plongeurs, bien sûr. Mais, en revanche, ils le font entre eux. Toujours lorsqu'ils veulent des caresses. Donc Elliot m'offre son ventre pour que je le caresse. Et mieux que ça, il émet ces claquements secs, des séries de 8 clics. C'est une expression sonore qu'ils n'utilisent qu'entre eux. Une expression sonore à 8 clics qui dit « je veux des caresses ». Je ne l'invente pas, hein. On a toute une publication scientifique qui, après en avoir analysé 1700, a montré le lien entre les caresses et cette expression sonore. Ce jeune cachalot, mâle, est remonté du fond, librement, sans attendre rien, ni nourriture, ni protection. Regardez, je bascule, il bascule. Simplement pour venir nous voir, nous étudier. Mieux que ça, son comportement, ses expressions sonores, 40 codas, 8 clics, signe sans ambiguïté son envie de tisser des liens avec une autre espèce. Aucun doute, il ne me confond pas avec un cachalot. Non seulement il ne me confond pas avec un cachalot, mais il se rend bien compte que je nage très mal, parce qu'il se met à ma dimension. Lui, le puissant qui peut nager à 15 nœuds, lui, le puissant qui peut descendre à 1000 mètres, il reste en surface. Lui, le puissant, il recule par moments. Lui, le puissant, il est toute délicatesse et il fait très attention à ne heurter ni la caméra de René, il ne faut jamais oublier qu'il y a René qui est en train de filmer, ni moi-même. Et pourtant, René et moi, on ne lui laisse pas toujours l'espace de la longueur de son corps. Il est délicat, il est attentionné, il est attentionné. Cet animal sauvage qui veut tisser des liens souhaite m'apprivoiser. Nous n'avons pas le monopole, nous les humains, de l'envie d'étudier les autres. Nous n'avons pas, nous les humains, l'envie d'apprivoiser les autres. On n'en a pas le monopole, pardon. On n'a pas le monopole de l'envie d'apprivoiser les autres. Les autres, les différents, ceux que, il y a quelques années, nous estimions en tonnes, ont une conscience du monde qui n'est pas la nôtre, mais qui est tout aussi riche que la nôtre, qui souhaite explorer. Ce cachalot est un explorateur. Comme nous, c'est le Marco Polo
des cachalots, on le connaît bien, il s'appelle Elliot. C'est toujours lui qui va faire les découvertes, qui expérimente des choses. C'est un explorateur extraordinaire. Et si nous n'avions pas passé beaucoup de temps avec eux, nous ne l'aurions pas vu. Il faut passer du temps avec les autres et les écouter pour tout d'un coup découvrir qui ils sont vraiment. Donc ce cachalot, Elliot, qui est venu me voir, qui a tenté de m'apprivoiser, 10 minutes, un animal sauvage qui n'est pas bien, inutile de dire qu'il ne reste pas 10 minutes, il s'en va. Là, il était bien, il a vécu un moment de paix, de bonheur. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable, de fort, parce que cela donne beaucoup d'espoir. Pourquoi ? Parce qu'avec Elliot, nous ne nous comprendrons jamais. Elliot a une conscience du monde que je n'ai pas, il a des sens que je n'ai pas, je n'ai même pas le vocabulaire pour exprimer ce qu'il ressent. Lui ne me comprendra jamais. Et pourtant, nous avons vécu 10 minutes de paix ensemble, et de paix, encore une fois, bouleversante. Cela veut dire que ce n'est pas la compréhension de l'autre qui est importante. Ça va être difficile de se comprendre. On va être 10 milliards d'habitants, 10 milliards, avec des cultures tellement différentes que je pense qu'on aura du mal à se comprendre. Alors on peut se dire, c'est foutu. Non. Ce qui est important, encore une fois, c'est pas de se comprendre, c'est de vouloir comprendre l'autre, de vouloir comprendre les autres, ceux qui sont différents. Et c'est cette volonté partagée à l'instant qui a permis de vivre en paix. C'est ça que nous apprennent les rencontres avec ces aliens que l'on peut encore rencontrer dans le monde sauvage de l'océan. Et dernière chose, après avoir vécu 10 ans, et toujours, chaque année, on y retournera cette année avec ces cachalots, nous nous sommes aperçus qu'il n'y avait qu'Elliot qui faisait ça, que lui. Aucun autre ne vient jouer avec les plongeurs, avec nous plutôt. Aucun autre. Arthur, mon préféré, n'est jamais venu. Mistotou râle tout le temps. Bref, il est unique, exceptionnel. Mais s'il est unique, exceptionnel, alors c'est que tous les cachalots sont uniques, exceptionnels. On ne peut pas avoir un unique et des clones. C'est impossible. Ça veut dire que chacun est exceptionnel et unique. Oui, chaque cachalot est unique. Quand on est unique, on est irremplaçable. Et nous avons découvert ça parce que nous avons prêté attention à chacun. Mais si nous prêtons attention à d'autres que les cachalots, alors vraisemblablement nous découvrirons que chaque créature vivante est unique, singulière, en conséquence irremplaçable. Irremplaçable. Prêtez attention à ceux qui vous entourent et vous découvrirez ça. Et la conséquence de ça, c'est un changement profond de relation au monde. Parce que si vous réalisez que chaque créature vivante est irremplaçable, chaque fois que vous allez devoir effacer une vie pour vous nourrir, ou pour construire, ou pour exploiter, peut-être que comme moi, vous y ferez attention. On n'efface pas une vie pour le plaisir. C'est si facile d'effacer la vie. Au contraire,
on prête attention à chacun, et tant qu'on peut, de toutes ses forces, on essaye de préserver chaque vie. Merci. Merci beaucoup, merci infiniment François Sarano de ce partage d'expérience vécu et très émouvant. Je vais demander aux étudiants qui ont préparé leurs questions de me rejoindre sur scène, s'il vous plaît, pour que l'on puisse prolonger la discussion. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je vous en prie, allez-y. Bonjour monsieur, merci pour la conférence. Lundi, on a Yann Arthus Bertrand qui est venu aussi nous faire une conférence. Il nous a parlé du monde marin, il nous a expliqué que les baleines étaient très proches des êtres humains. Il nous a notamment dit que les baleines étaient la mémoire de l'humanité. Et je voulais savoir ce que vous pensiez, vous, des baleines et du lien aussi qu'on peut faire entre les humains et les baleines. Merci. Bonjour. Les baleines, formidables. Elles sont impressionnantes parce qu'elles sont grosses. Et je voudrais, même si Yann a pris l'exemple des baleines et moi des cachalots ou des requins, attirer l'attention sur tous les vivants. Parce que effectivement, les baleines, qui peuvent être la mémoire du monde, mais les grands chênes sont la mémoire du monde, les grands séquoias sont la mémoire du monde. Il y a des organismes qui sont plus la mémoire du monde encore que les baleines. Je pense que il faut que nous concentrons notre attention, encore une fois, sur chaque être vivant et que nous sortions de la hiérarchie que nous faisons aujourd'hui entre les différents vivants, ceux qui nous séduisent au premier abord et que j'utilise pour rentrer dans l'histoire, mais en nous rendant compte qu'il n'y en a pas de plus important que d'autres et il n'y en a pas de plus évolué que d'autres. Tous les êtres vivants décidément, tous les êtres vivants qui vivent aujourd'hui, que vous voyez aujourd'hui, les oiseaux, ont tous, comme vous-même, 3,5 milliards d'années d'évolution. On est tous vivants avec la même origine sur le grand arbre du vivant. Aussi évolué, différemment évolué, avec des talents formidables. Vous vous rendez compte, si vous aviez les talents des arbres, on n'aurait plus de problème d'énergie, un peu de chlorophylle, de l'énergie solaire, et terminer les problèmes d'énergie. Donc chaque créature vivante a des talents formidables. Mais nous avons un talent différent de celui des autres, qui est celui d'avoir conscience de tout ça. Mieux que la baleine, je crois. Conscience de l'irréversibilité de la mort. Conscience de l'importance de nos actes. Et en conséquence, nous agissons en toute liberté. Le requin, lorsqu'il est face à l'otarie, il n'a pas conscience de donner la mort. Il n'a pas conscience d'éliminer un être vivant. Il mange. Nous avons cette conscience-là. Et j'insiste là-dessus. Nous agissons donc en toute liberté. Nous exploitons le monde aujourd'hui et nous savons parfaitement ce que nous faisons. Nous agissons donc librement. Et on ne pourra pas dire après, on ne peut pas filer en catimini, je ne savais pas. Si, on sait. Depuis 1992, on sait. Depuis Rio, officiellement, 125 chefs d'État qui signent lors de la conférence pour le développement et l'environnement, un agenda 21, une feuille de route qui devait nous amener dans un 21e siècle durable et équitable. Donc officiellement, on sait ça depuis 30 ans, 40 ans. Et je crois que c'est ça qui fait la différence et qui quand même nous donne, à nous les humains, une responsabilité lourde. Lourde. Nous qui disons que nous sommes des sapiens, sages ou sachants, eh bien, agissons comme ça, parce que nous construisons notre humanisme dans le respect des autres. Alors, les baleines, je les aime beaucoup et je danse avec elles, mais je pense qu'il y a, au-delà de tout ça,
un immense respect à avoir pour tout le monde et tous les vivants. Merci beaucoup. Monsieur Sarano, vous avez écumé les mers, traversé les terres, et au final, il y a le niveau 0, en dessous de la mer, au-dessus de la mer. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait, c'est juste une glace qui se reflète, c'est-à-dire que nous aurions un miroir des mers qui reflète la Terre? Oui, merci d'abord. Bonjour, pardon. Tout est lié. Le miroir est à la fois le reflet de ce qui se passe à terre, en dessous, mais c'est un miroir qui nous masque ce qu'il y a dans l'océan, mais en définitive, il n'y a pas de miroir. C'est un échange permanent. Le monde n'est qu'échange. Le monde n'est que relation. Et vous êtes parcelle d'océan. Vos larmes salées, les larmes salées, hein, sont une trace de la salinité de l'océan lorsque la première cellule s'est constituée et a fait sa membrane et s'est isolée du milieu extérieur. Nous sommes de l'eau océanique et en permanence, cette eau, via l'évaporation, les nuages, la pluie, les fleuves, revient dans cet immense, et le vivant, bien entendu, et revient dans cet immense cycle. Le miroir n'est que quelque chose pour nos yeux, mais je voudrais insister sur, au contraire, ce lien qui est plus important que tout. Alors, j'invite chacun à aller voir ce qui se passe sous la peau de l'océan, de l'autre côté du miroir. C'est vrai que c'est facile. On considère souvent que l'océan n'est qu'une surface sur laquelle nos marchandises passent et sur laquelle on fait de la voile, sur laquelle on nage. On en oublie tout ce qu'il y a dessous et tout ce qu'on peut mettre comme pollution sous le tapis, ça ne se voit pas. Mais j'invite surtout à voir tous les liens qu'il y a et cette dépendance qui, encore une fois, si on le réalise, peut être source d'une renaissance. Renaissance à la fois parce que, retissant ces liens, je pense qu'on peut réaméliorer, grâce à des réserves marines, grâce à le vivant, hein, à réenrichir la planète en vivant. Mais psychologiquement, si on passe cette barrière et qu'on se plonge dans ce monde sauvage qui nous accueille, alors je pense qu'on peut renaître, je dis bien renaître, à une nouvelle renaissance à l'autre. Nous avons l'année dernière invité un philosophe formidable, je vous invite à lire, Baptiste Morisot, et lisez un livre qu'il vient de faire, qui s'appelle L'Inexploré. C'est un philosophe qui travaille beaucoup sur la relation homme-nature, mais sur des tas d'autres choses. C'est un philosophe formidable. Et qui est venu à bord de notre bateau. Il étudie les loups, il étudie le monde sauvage, mais il n'avait jamais mis les pieds dans l'eau. Et tout d'un coup, alors qu'étudiant le monde sauvage, c'est un pisteur, un type qui fait des affûts, il n'avait jamais pu approcher un loup, jamais pu approcher... Il s'est retrouvé pendant 1h30 entouré par 17 raies mobulables. Vous savez, c'est des grandes raies qui font 3 à 4 mètres d'envergure et qui venaient le frôler, qui venaient le voir, qui venaient l'encadrer. Et il en a été bouleversé. Et en sortant, il m'a dit, je ne peux pas, j'ai besoin d'aller écrire. Parce que ce que ces animaux sauvages ont fait là, c'est qu'ils m'ont rendu mon innocence. Et comme si cette relation qui pouvait se réétablir avec les autres, sereine, vierge, nous donnait une deuxième chance à nous les humains qui avons tant saccagé le monde terrestre. Au-delà de la surface, il y a un monde qui peut nous donner une deuxième chance. Bonjour monsieur, et merci pour vos beaux messages que vous avez fait passer. J'ai pu lire parmi tous vos engagements que vous êtes aussi engagé à plus petite échelle, et notamment dans la Drôme dont vous êtes originaire. Et ça me touche parce que je suis aussi drômoise. Et c'est pour ça que je voulais vous demander comment est-ce que nous aussi on peut agir à notre échelle pour préserver le milieu océanique. Bonjour et merci. La Drôme, formidable. Hein. Je vous invite tous à venir dans la Drôme, marcher dans le Vercors. Marcher, c'est reprendre le temps. Marcher. Et vous ne pouvez pas avoir de portable, il n'y a pas de liaison là-haut. Il y a dans la Drôme, et je viendrai après sur très personnellement,
un nombre incroyable de personnes qui réfléchissent à comment on fait. Et nous avons en particulier des amis qui s'appellent Elsa et Sébastien Blache, la ferme du Grand Laval. Ils ont un site internet et ils ont monté une association Ferme paysanne et sauvage, dont les 3 piliers, c'est vivre de l'exploitation de leur ferme, vivre, c'est-à-dire se dégager un salaire. Le deuxième pilier, c'est d'avoir une polyculture, polyélevage. Et le troisième pilier, qui est l'objectif principal, c'est de faire revenir le sauvage dans la ferme. Cela va des grands rapaces aux petits insectes, aux escargots, aux hérons et aux loups. Ils réussissent ce pari. C'est possible. Une autre exploitation. Ils vivent. Ils nourrissent les gens autour. Et le sauvage est plus riche dans leur ferme que tout autour dans la plaine de Valence. Donc il y a des initiatives. Il ne faut pas croire que ce n'est pas possible. C'est possible. Mais bien sûr que c'est possible. Comment on fait à notre échelle ? Avec mon épouse, le matin, quand on se lève, on ouvre la fenêtre ou on sort, avant toute chose, et on dit « bonjour ». Bonjour, en regardant l'arbre de Judée qui est en face de nous, les oiseaux qui souvent sont posés sur cet arbre de Judée, en disant bonjour et en pensant ce bonjour, pendant 2 minutes, on se reconnecte au monde. Moi, mes parents, à qui je dois ce que je suis. Et puis, nous prêtons attention à cet arbre de Judée qui tout d'un coup prend existence. Sinon, il est là, mais il n'existe pas. Aux chardonnerets, aux pinsons du Nord, aux piquets-pêches, qui sont là. Mais si on ne leur prête pas attention, ils n'existent pas. Et tout d'un coup, ce bonjour nous met en paix. Parce que nous devenons instantanément riches de toutes ces relations, de toutes ces existences qui sinon n'étaient pas là, n'existaient pas. Et cette seule prise de conscience, ah tiens, regarde les gouttes de rosée, là, au bout de la feuille, il y a le soleil qui joue dedans, diamant, je te l'offre, Véro. Ce n'est pas ridicule, ça vous met en paix. Et encore une fois, vous vous sentez partie du monde. Vous vous retrouvez. Vous avez du temps pour l'autre. Vous avez du temps pour le regarder et pour échanger, même en silence. L'échange, ce n'est pas simplement parler. Et vous êtes riche de ça. À ce moment-là, vous pouvez bien démarrer la journée. Et cette paix qui vous rend bien, vous n'avez pas à aller la rechercher, la combler par un consumérisme qui jamais ne satisfera l'insatisfaction de l'absence de relation. Donc la première chose, je crois qu'il faut que, avant d'aller sauver l'océan, il faut se retrouver individuellement, personnellement. Et pour ça, il faut jeter les portables. Mais c'est sérieux, hein. Il faut jeter la télé, des outils qui auraient pu être formidables, mais qui sont mal utilisés. Prenez la télé, non, recyclable. Et tout d'un coup, vous gagnez 2 heures. 2 heures à être, et non pas à subir, 2 heures à être avec les autres. Vous vous retrouvez avec les autres. Pas toujours facile, hein. Tout d'un coup, là, quand il n'y a personne pour meubler ce vide relationnel qu'on a tant essayé de combler par des artifices, pas toujours facile, mais c'est essentiel. Quand vous vous êtes retrouvés et que vous avez du temps, vous allez vous reconnecter. Vous allez vous reconnecter. Vous allez marcher pieds nus, voilà, dans l'herbe.
vous allez prêter attention aux insectes, vous allez prêter attention aux vers de terre. Oh, pas obligé d'aller voir les cachalots avec ma petite fille. On va soulever les cailloux en faisant attention de les remettre bien à leur place. Pour regarder les fourmilières, nous allons voir la mare, les libellules, les tritons, les têtards. Est-ce que quelqu'un a déjà regardé un tétard? Vous savez, le tétard, si vous le regardez pendant quelques jours, vous allez assister à ce qui s'est passé il y a 380 millions d'années sur cette planète. Sur cette planète, il y a 380 millions d'années, il n'y avait rien sur le sol, rien sur les continents. Et puis, il y a un poisson qui a pris des pattes, qui a perdu sa queue, qui a perdu ses branchies, qui a pris des poumons, et qui, pour la première fois, est sorti de l'eau. Un tulerpéton, un ichthyostega. Eh bien, c'est ce que fait le tétard, qui est poisson, avec ses branchies et sa nageoire caudale, qui, tout d'un coup, prend des pattes, perd sa nageoire, prend des poumons, perd ses branchies et sort de l'eau. Quand vous réalisez ça, c'est juste mieux que tous les dessins animés et tous les films d'anticipation que vous pouvez voir. Vous revoyez ce qui s'est passé, l'histoire de l'évolution devant vous. Donc, se reconnecter au vivant et après ça, s'engager. S'engager parce que tout d'un coup, quand on s'engage, on le fait pour les autres. Et quand au début, j'ai dit pour qui et pourquoi sauver l'océan, le pour qui est d'abord essentiel. Et si vous n'aviez pas posé la question, c'est là où je veux en venir. Le changement, ce ne sera pas un changement pour vous-même. Le changement, il est altruiste ou il n'est pas. L'engagement, il est pour les autres. Je le fais pour vous, pour ma petite fille, pour essayer de lui offrir un monde plus paisible que ce qu'il n'est aujourd'hui. Parce que la vie sauvage, ça contribue à la paix du monde. Donc je sais pour qui je le fais quand je m'engage. Merci. Dernière question pour notre... Bonjour monsieur, ma question portait sur les études scientifiques et les découvertes qui y sont liées. Et pensez-vous, ou plutôt craignez-vous que ces études amènent paradoxalement à plus d'exploitation du monde sous-marin et de l'océan? Bonjour, merci. Cette question, j'aurais dû me la poser il y a 40 ans, quand j'ai fini mon doctorat. Je ne me la suis pas posée. Quand j'ai fini mon doctorat, j'ai eu beaucoup de chance, on m'a proposé plein de boulots, dont un qui était chercheur dans un organisme qui s'appelle l'IRD aujourd'hui, c'était l'Orstom à l'époque, je correspond au CNRS Outre-mer. Et la question qu'on me posait, après c'était un concours, donc j'avais une question, il fallait que je travaille sur les relations entre les populations de thon et les variations hydroclimatiques. Pour aller trouver les thons, on regarde comment les courants et la météo et plutôt le climat influent sur les déplacements des thons. Et comme j'étais un chercheur brillant, j'aurais trouvé. Et je ne me serais pas posé la question de savoir s'il avait été bon de trouver la solution. Oui, je crois que c'est important qu'un chercheur se pose la question. Est-ce que ce que je fais va amener un mieux? Ou est-ce que ce que je fais n'amènera pas un mieux pour l'humanité? Et le François Sarano, qui aurait trouvé la solution pour les thons, il aurait mis à disposition les derniers thons du Pacifique Sud, à disposition des thoniers. Et il aurait permis, innocemment, brillamment innocemment, inconsciemment, d'accélérer les ravages du monde. Je crois effectivement qu'il faut que chacun d'entre nous, nous posons la question, est-ce que ce que je fais est durable? Est-ce que ce que je fais est équitable? Est-ce que ce que je fais amène un mieux pour les autres? Le mieux, c'est toujours difficile, hein, on a chacun une notion du mieux qui est différente, mais posons-nous au moins ces questions. Déjà, on s'apercevra qu'il y a des choses qu'on va écarter. Et donc, si à l'époque, il y avait eu un François Sarano, comme je le suis aujourd'hui, qui serait venu voir le François Sarano scientifique, le scientifique aurait dit, mais de quoi tu me parles? Moi, j'ai répondu à la question qu'on m'a posée.
Aujourd'hui, beaucoup de scientifiques ne font que répondre à la question qu'on leur a posée. On est dans un rail, on continue à résoudre les problèmes les uns après les autres, et comme chaque scientifique est très brillant, on avance, mais pas toujours vers ce qu'on appelle le progrès. Nous discutions tout à l'heure de progrès. Mon père, quand il est arrivé, migrant, en 1930, il est arrivé à Lyon, et à Lyon, en 1930, il se baignait dans le Rhône. Il baignait dans le Rhône, il y avait des plages de galets, et il pêchait et il mangeait le poisson qui pêchait dans le Rhône. Mais vous imaginez faire ça aujourd'hui? Non, le Rhône est un gros égout. Je ne vois pas en quoi avoir remplacé les fleuves par des égouts, c'est un progrès. C'est une régression formidable. Quand on regarde avec un petit peu de recul les dégâts collatéraux de ce que nous appelons le progrès, on s'aperçoit qu'il y a une grosse marge. La dernière chose sur les études scientifiques, depuis 10 ans avec les cachalots et avec l'équipe du professeur Glotin à Toulon, nous travaillons durement et nous essayons d'acquérir des données scientifiques qui nous permettent d'appuyer ce que nous disons sur des données solides. Donc oui, là encore, la science est aussi nécessaire. On a besoin de données vérifiées, solides. On a besoin que les scientifiques nous aident à donner corps à nos impressions. Donc, la science est nécessaire. La science est indispensable, mais elle ne doit pas outrepasser la réflexion qui amène à se dire à quoi cette science est-elle censée servir? Qui est-elle censée servir? Merci beaucoup, François Sarano. Merci. Je vous demande d'applaudir encore également. Merci aux étudiants d'être venus sur scène.